Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Hello à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du jeu du web où aujourd'hui je reçois Alexandre Duhart et Jean Chérez et du coup c'est un atelier, pas un atelier mais plutôt un épisode de podcast un peu spécial puisque on va, sans grande surprise, parler de gamification, hein. Vous êtes habitués sur le podcast, on en parle régulièrement, comment on rend les contenus interactifs, comment on fait en sorte que nos apprenants dans les formations en ligne passent un bon moment et puissent apprendre tout en jouant. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui et on va mener cet échange avec Alexandre et Jean sous forme un peu de table ronde avec les enjeux en fait pédagogiques que la gamification peut apporter, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut intégrer de la gamification à l'intérieur de ces formations, qu'est-ce que ça peut avoir comme qu'est-ce qu'il peut y avoir comme frein, comment c'est perçu. Voilà, toutes ces questions-là, on va les aborder. Et puis, vous allez aussi nous parler en fait de votre manière, vous, d'apporter de la gamification dans les formations, d'accompagner vos clients là-dessus. Est-ce que vous pouvez, du coup, Alexandre et Jean, bon, on va commencer par Jean, si tu le souhaites, honneur aux filles, te présenter, expliquer voilà, qui tu es à nos auditeurs. Yes, avec plaisir. Merci Isabelle pour l'organisation de ce podcast. Je suis trop contente. C'est mon tour de venir chez toi maintenant, Oui. après que tu sois venu chez moi le mois dernier. Mm. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Jean Chérez. Je suis présidente d'une agence de digital learning qui s'appelle Meges Learning, qui est spécialisée dans la gamification des contenus de formation. Donc, ce qu'on fait, on fait de la conception de formation, plutôt, de formation hybride. Enfin, quand je dis hybride, ça peut être de la formation, donc blended learning, multimodalité, du présentiel. C'est un peu plus rare. Nous, on nous appelle souvent plus pour la partie e-learning. Moi, ce qui m'éclate le plus, c'est de travailler avec le duo Canva et Geniali. Mais en vrai, maintenant, au début, je me positionnais beaucoup sur ça. Mais maintenant que j'ai une équipe un peu plus élargie, en vrai, on s'éclate à faire de la gamification avec tout type d'outils. Il y a des talents maintenant Mm. chez Meges Learning qui peuvent s'en occuper. Mm. Et sinon, bah, je partage aussi mon temps avec du coaching, du consulting et de la formation. Mm. Donc moi qui forme sur ces sujets qui sont passionnants. Yes, et notamment tu interviens dans notre académie, l'Académie des formateurs innovants chez Press Effect, où Yes. tu es coach auprès de nos clients. Chouette. Hmm. Merci pour ce partage. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Eh bien, avec plaisir. Donc moi, c'est Alexandre Duhart, je suis cofondateur de Feedback, une agence de gamification. Et du coup, j'ai pas spécialement un focus sur comment utiliser la gamification dans la pédagogie, vu que je peux l'utiliser sur des projets qui sont assez variés. Ça peut être sur des applications pour les rendre plus engageantes, ça peut être sur des ateliers, ça peut être parfois de la conception de serious games. Moi, je suis vraiment plutôt appelé en amont, donc c'est-à-dire que je vais faire du cadrage, je vais faire de la conception et je vais aussi aider mes clients à monter en compétence sur la gamification, que ce soit via des temps dédiés sur comment faire de la gamification, un peu en mode formation ou coaching, ou en créant des outils. Typiquement les gamificards, qui sont un jeu de cartes qui permet d'avoir plus facilement des idées de gamification, qui était un outil perso à la base du client, et au fur et à mesure, ça a plu à suffisamment de personnes pour que je l'améliore et que je le diffuse plus largement. Donc maintenant, n'importe Hmm. qui peut se le procurer pour faire de la gamification en autonomie. Ok, Voilà un petit peu ce que je fais chez Feedback. super chouette. Du coup, on va rentrer directement dans les enjeux en fait qu'on peut rencontrer dans la formation en ligne selon la pédagogie et la manière d'amener nos idées, notamment en utilisant le levier de la gamification. Alors, une des premières choses, c'est euh, quelles sont les difficultés en fait que vos clients, mais nos clients aussi, on va en parler, on rencontre quand ils veulent générer des idées de gamification pertinentes. Quelles sont les questions en fait qu'ils se posent dans votre cas?
Ben, Ça peut être Tu veux Jean ou peut-être commencer? Sandra. écoute, dans le cadre de la formation, en tout cas, Alex, tu pourras peut-être élargir un petit peu, mais en tout cas, moi, ce que je vois dans le cadre de la formation, c'est souvent trois grands axes. D'abord, il y a la difficulté à générer des idées parce qu'on se rend pas compte, mais l'air de rien, la gamification, bah, c'est une compétence. C'est une compétence très particulière et le fait de, dans sa vie personnelle, aimer jouer, que ce soit aux jeux vidéo, aux jeux de société, aux jeux mobiles, etc., ce n'est pas suffisant pour repérer les mécanismes pertinents à un contexte pédagogique. Donc même si on a une sensibilité, qu'on est convaincu par le sujet, l'air de rien, transférer tout ça, faire cette gymnastique mentale de repérer ce qui va bien et le transposer à un contexte qui n'est pas forcément de nature ludique, hein, on reviendra sur ce que c'est la gamification, mais c'est tout l'enjeu justement, bah c'est pas inné quoi. Donc il faut Mm. s'entraîner, c'est une vraie compétence. Donc du coup, la génération d'idées, c'est ce dont parlait Alexandre un petit peu tout à l'heure, grâce à son outil, bah, c'est pas quelque chose d'évident. D'où le fait que l'outil d'Alex soit très bienvenu pour ça. Mm. Le deuxième grand axe, là, c'est plus pour les personnes, mais on pourra y revenir, c'est plus un préjugé, les fausses idées qui sont autour de la gamification, l'idée d'imaginer que voilà, moi j'entends souvent, est-ce que ça va être OK pour mon public parce que j'ai tel ou tel public, et est-ce que c'est pas trop infantilisant, etc. Donc c'est plus un frein, on va dire, que les gens peuvent avoir. Ils ont une Un a appétence eux-mêmes priori, pour ouais. ça. Ouais, Ils ont un voilà, a priori, ouais. Mm. exactement. Ils sont eux-mêmes, ils en ont envie, ils ont envie de sauter le pas, mais ils ont un peu toutes ces croyances qui font que peut-être pour leur public, ça ne va pas convenir. Donc, une fois qu'on a les idées, finalement, comment je fais en sorte que ce soit adapté à mon public cible, à mes apprenants, tout simplement. Et Mm. le troisième, je dirais, ouais, la complexité technique des outils. Voilà, surtout quand il s'agit, enfin, n'importe quel outil, mais en gros, c'est j'ai les idées, c'est bon, j'ai tout, ma formation sur le papier, elle est faite, mais une fois que je suis devant l'outil, que ce soit Geniali ou un autre, je suis bloquée, c'est page blanche, je sais plus, je sais pas comment concrètement Mm. rendre vivant ce que j'ai imaginé, quoi. Je sais pas si Mm. Alex, tu... Comment tu gères ce genre de difficultés ou par rapport aux fausses idées, l'image de la gamification pour les gens, comment tu le gères, toi, Alexandre? Eh bien, ça dépend pas mal en fait du public. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui vont me solliciter pour apporter du conseil en gamification ou les aider sur la conception, c'est quand même des personnes qui sont à un niveau convaincu et du coup, on va pouvoir notamment grâce au gamificateur justement explorer plein de façons de faire de la gamification et choisir du coup celles qui sont adaptées à leur public. Donc il y a ce volet-là qui est une bonne première réponse. Après, souvent, c'est aussi travailler justement sur les arguments, montrer que la gamification, ça va être utile. Par exemple, la moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo qui jouent au moins une fois par semaine en France, c'est 40 ans. Ça aussi un peu chaque année, mais en fait, 40 ans, on se rend compte que bah, quand on donne une formation en entreprise, la moyenne d'âge va probablement être la même. Donc Mm. en fait, on est face à un public qui joue pas forcément autant que les jeunes ou au même jeu, mais c'est quand même un public qui joue, donc la gamification peut avoir son intérêt pour les engager. Et ensuite, un point qui est assez important aussi, je trouve, c'est réussir à bien distinguer la différence entre le vocabulaire que nous, on peut utiliser en tant que concepteur, gamification étant l'un d'entre eux, mais on peut parler de serious game, on peut parler de plein d'autres choses qui Mm. sont pas forcément des termes que soit nos clients, soit son public sont habitués à entendre, et en fait, du coup, faut s'adapter un petit peu en termes de langage, et donc il y a pas mal de cas où pour convaincre quelqu'un en dehors, par exemple, de l'équipe projet que la gamification va avoir de l'intérêt, ben, on parle plus de gamification, mais plutôt de ce que ça apporte. Donc de l'engagement, de la fidélisation, des choses comme ça, Mm. parce que c'est ça qui les intéresse, in fine. Donc c'est plutôt ces aspects-là qu'on essaie de travailler. Mm. Oui, puis après, je trouve que la gamification, pour le voir par rapport à nos clients, la pression en fait peut se mettre en fait à se dire, il faut absolument que si par exemple je me dis je vais gamifier tel et tel contenu, que j'en fasse un jeu. Et nous, notre approche, enfin, je pense qu'on partage à peu près la même, c'est aussi de se dire, ok, ben il y a peut-être des jeux à créer, souvent des quiz d'ailleurs, pour venir valider des acquis, pour venir questionner les écarts de connaissances, etc. Mais des fois, en fait, il y a juste besoin de mettre un peu d'interactivité avec le contenu et c'est déjà vachement bien. Et la gamification, moi, souvent, je dis,
c'est la cerise sur le gâteau de la formation. C'est-à-dire que ça ne peut pas être toute la formation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, on peut aussi en parler. Comment vous voyez, à quel moment et à quelle fréquence vous voyez l'intervention de la gamification dans une formation en ligne. Mais on n'est pas obligé d'en mettre à tout bout de champ. C'est-à-dire que un contenu vidéo d'apprendre, enfin d'enseignement sur tel et tel sujet. Moi, c'est ce que j'explique souvent, c'est que vous pouvez soit en faire une vidéo et simplement la personne, elle a juste à cliquer sur play et l'information, on va dire, est descendante, soit on peut transformer ce contenu-là en un jeu, en un quiz, par exemple, où la personne va se poser des questions et ensuite on lui amène les réponses. Comment est-ce que vous, justement, vous conseillez vos clients sur l'alternance de jeux à l'intérieur des formations? Bah, Question piège. c'est vrai que ça arrive quand même souvent que ce soit chez tes clients Prez-Effect ou ailleurs, et souvent c'est des personnes qui ont peu d'expérience, en tout cas dans le secteur de la formation. Elles Mm, arrivent et elles me disent qu'elles aimeraient quelque chose qui ressemble à Duolingo ou qu'elles aimeraient mm, quelque chose qui ressemble à tel ou tel jeu qu'on trouve voilà, sur un jeu mobile ou ce genre de choses. Et je leur dis, alors en consulting, c'est pas moi qui fais, c'est eux qui font et c'est moi qui les accompagne à faire. Je leur dis très bien, mm, vous rajoutez donc 100 heures de travail tout seul. Donc voilà, ou même quand il s'agit de quelque chose plus comme un escape game dans Geniali. En fait, des fois, mm, on sous-estime, les clients, ils veulent tout de suite, ce que je peux comprendre, ils veulent partir dans quelque chose de très élaboré, pas mm, tous, mais certains clients veulent tout de suite partir sur quelque chose d'extrêmement shadé et élaboré. Et moi, je lui dis, mais en fait, Duolingo, voilà, il y a des équipes, il y a pas mal de gens, il y a des devs, enfin, vous n'avez pas encore la force de frappe de ce type ouais, d'application. Pour tout ce qui est jeux mobiles, etc., il y a quand même, c'est des mois, voire des années de travail et ça a été petit à petit, c'est pas venu comme ça d'un coup au bout de quelques mm, mois. Si vous êtes tout seul et que vous voulez faire de la gamification, à un moment donné, voilà, je brise beaucoup de rêves, mais il va falloir être aussi réaliste. Et quand mm, bien même un escape game, dans Geniali, on peut faire des choses absolument incroyables en étant tout seul et avec finalement pas énormément de moyens, mais ça reste quand même du travail de mm, scénariser, potentiellement mettre des personnages, mais il faut pas que ça devienne une histoire interactive non plus, il faut revenir à la formation, enfin, c'est très très voilà, mm. technique. Alors que On marche sur un finalement, fil, quoi. Mm, voilà, comme tu l'as dit, finalement, avec une bonne alternance, avec quelque chose de relativement simple, notamment dans Geniali, on peut aboutir à quelque chose de hyper bien. Déjà, moi, les clients Press Effect, notamment, je leur dis souvent, mais attends, pense à ton apprenant. L'apprenant que tu vas avoir, lui, il est peut-être habitué à consommer des mm, formations System.io où c'est une suite de vidéos avec éventuellement un quiz à la fin. Toi, tu lui proposes déjà une expérience dans laquelle il va cliquer, il y aura des pop-up. Rien que pour ça, c'est différenciant déjà. mm, Rien mm, qu'avec le fait que tu utilises Geniali, tu te différencies déjà des gens qui font de la formation en ligne. Donc, c'est déjà énorme. Donc oui, en termes de... Voilà, ça dépend toujours du profil, mais voilà, pas besoin toujours de chercher midi à 18 h. Des fois, juste quelques interactivités, comme tu disais, des quiz. Moi, j'aime bien utiliser aussi le chronomètre des quiz, de chronométrer un mm, petit peu les quiz dans Geniali. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Vraiment, voilà, des fois, des choses relativement simples fonctionnent très bien. La gamification, c'est pas celle qui est la plus impressionnante, parce que ça peut parfois devenir gadget. C'est celle qui est vraiment adaptée au profil de mes apprenants. Voilà. mm. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre, de tout ça? Et ben, jusqu'ici, je suis très aligné avec les propos de Jean, mais on échange assez régulièrement sur ces sujets, donc c'est pas surprenant. Ce que je peux ajouter, c'est que il faut pas oublier que la partie ludique des formations, là où on est vraiment sur un jeu, je pense derrière moi, c'est pas visible du coup, mais j'ai créé un serious game à un moment, un vrai jeu de plateau pour des jeunes sur les questions de la solution fondée sur la nature. En fait, il faut se dire que dans tous les cas, ces temps ludiques, ils sont moins efficaces que des temps descendants pour faire passer des messages. L'intérêt du ludique, ça va plutôt être de faire en sorte que ce soit les apprenants qui réfléchissent par eux-mêmes. Ça va peut-être permettre à des apprenants aussi d'être plus motivés, parce que peut-être sur du descendant, ils ne le seraient pas. Et du coup, finalement, sur ces apprenants-là, on va être plus efficace. Mais en moyenne, en fait, si on a une conférence d'un expert pendant 1 heure, on apprend plus que si on joue pendant 1 heure à un jeu qui parle du même sujet.
Ça a été mesuré notamment par des chercheurs qui ont travaillé avec Ubisoft sur les projets Assassin's Creed éducatifs. En fait, ça marche mieux de suivre le cours d'un professeur. Le truc, c'est que si on est juste avec le cours d'un professeur, bah, effectivement, en termes de rythme, peut-être qu'au bout d'un moment, on s'ennuie. Il y a des personnes qui sont déconnectées des cours, etc. Et donc, c'est là que c'est intéressant de proposer une expérience ludique en plus pour varier les rythmes, motiver les apprenants. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de se dire, il faut trouver le bon équilibre par rapport à la motivation aussi de ces apprenants. Par exemple, moi, quand je donne des formations sur la gamification, vu que j'en donne relativement peu, et que c'est à chaque fois des gens qui viennent me solliciter pour ça, en fait, je suis face à un public qui est déjà relativement motivé. Donc forcément, je vais pouvoir mettre un peu de gamification pour les faire travailler sur des projets, des choses comme ça, mais je vais pas forcément avoir besoin d'en mettre énormément, je vais pas avoir besoin de faire du micro-learning ou des choses comme ça, parce qu'en fait, je suis déjà face à un public qui est motivé finalement. Par contre, on pourrait très bien être sur des formations obligatoires où les personnes n'ont pas du tout envie de se connecter, les vidéos elles sont lancées, mais à côté on est en train de rédiger des mails ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, plus on arrive à booster la motivation des apprenants grâce à la gamification ou d'autres leviers, bah, effectivement là, ça devient intéressant parce qu'à la base, bah, il y en avait très peu. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver en fonction des projets et surtout bah, des apprenants, quoi. Oui, et puis du temps qu'on veut allouer, parce que comme tu le disais, Jean, c'est voilà, c'est une réflexion. Ce que permet un outil comme Geniali, ça peut faire gagner du temps quand même, parce que ce que tu pourrais envisager de mettre en vidéo de prime abord, qui prend du temps, hein, tourner une vidéo, l'illustrer, etc., bien tu peux enfin, scénariser ce contenu sous forme de texte ou d'audio qui va te demander moins d'illustrations, moins de montage vidéo. Donc, on peut aller plus vite, mais par contre, en contrepartie, quand on va penser à un jeu, oui, ça va prendre plus de temps parce qu'il va y avoir justement ben, l'objectif pédagogique du jeu, comment on veut faire passer, quelle idée, à quel moment, et puis ben, voilà, toute la mise en scène. Donc, aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que tu parles des gamificart. Est-ce que, même si on a un podcast et c'est beaucoup moins facile d'expliquer quelque chose qu'on ne voit pas que de le montrer, hein, n'est-ce pas? Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que les gamificart et cette méthodologie d'apprentissage et de ben, scénarisation des contenus? Ouais, carrément. Du coup, les gamificards, en fait, tout simplement, c'est un jeu de 90 cartes. Sur chacune des cartes, il y a un concept de gamification. Donc, je les ai à côté. Donc, même si vous les voyez pas, je vais les sortir. Mais c'est juste Mhm. pour donner un petit peu une idée. Donc là, par exemple, je pioche une carte au hasard. Et dessus, donc, il y a marqué célébration. Donc, la Mhm. question, c'est un peu, si jamais je mettais de la célébration dans le parcours pédagogique, on peut avoir défini plus spécifiquement à quel endroit on veut rajouter de la gamification, bah, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est quelque chose de chouette? Est-ce que c'est quelque chose de gadget? Ça dépend forcément de votre projet. Pour aller un petit peu plus loin, il y a des questions qui sont sur les cartes, donc ça permet de Mhm. préciser un petit peu sa réflexion. Et donc ça, c'est plutôt si on est en usage, entre guillemets, simple, on prend une carte, on regarde ce que ça pourrait apporter. Nous, on les utilise avec nos clients en atelier. Donc, c'est-à-dire qu'en amont, on a défini quel type de gamification on avait envie de mettre en place. Nous, on travaille avec les Mhm. 9 leviers d'engagement, mais bon, il y a d'autres modèles qui peuvent être utilisés. L'idée, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui motive en fait notre apprenant. Est-ce que c'est justement sa progression? Est-ce que c'est le fait d'apprendre avec d'autres personnes? Est-ce que c'est l'immersion, etc. Donc, en sélectionnant ces catégories-là, on va pouvoir choisir des cartes de cette catégorie pour gagner un peu de temps et être plus efficace. Et surtout, on va pouvoir générer des idées à plusieurs. Du coup, généralement, nous, on partage 5-6 cartes par personne sur les leviers d'engagement du coup qui collent à notre public. Et on va générer des idées en solo, puis on va les partager. Ce qui fait qu'on part souvent avec 40-50 idées qui peuvent rebondir un petit peu entre elles. Et c'est là qu'on va trier et sélectionner celles qui nous paraissent les plus pertinentes. Il y a toujours des idées qui sont un petit peu macro, qui peuvent changer un peu la façon dont on imagine la formation de façon globale. Et après, il y a des idées qui sont très micro, typiquement la célébration. Ça ne va pas tout changer. Par contre, ça peut être se dire, ah bah tiens, effectivement, j'avais pas pensé à mettre un peu de célébration à la fin du parcours ou après avoir réussi le quiz, on a intégré. Et il y a plein d'idées. Il y en a 90 quand même des cartes, donc ça fait Mhm. pas mal Et de il y avait quoi choix. comme, il y Euh, avait quoi comme question sur la partie célébration, enfin, pour donner une Sur idée la à... célébration, donc c'est compétences et maîtrise des sens comme catégorie, niveau 1, donc plutôt facile à utiliser. Célébration, ça précise déjà que c'est célébrer la victoire et valoriser la progression. Et donc les questions, c'est quelles sont les victoires dans votre expérience, petite ou grande, et comment pouvez-vous exprimer ces temps de célébration? Donc en fait, l'idée, c'est vraiment que ça permet de creuser un peu plus comment on utilise les cartes,
Alors, célébration, tout le monde voit ce que c'est, et donc c'est assez facile à comprendre. Il y a des Mhm. cartes qui sont un peu plus compliquées, il y a des cartes qui sont basées sur des biais cognitifs, par exemple, donc il y a un peu plus Ok. d'explications. Et Donc là, du coup, sur... pour qu'on comprenne bien, donc quand par exemple on pioche cette carte célébration, eh bien on décide de l'utiliser dans la formation, on se pose la question de comment je vais poser la question à mon apprenant de célébrer ouais, une action ou quelque chose qu'il a fait, c'est ça? Comment, alors, ça, comment ça tu l'utilises? dépend. Parce que j'ai du mal à comprendre. Les gamificards, c'est vraiment un outil pour avoir des idées. Il faut se Ok. dire que même avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la gamification, en fait, ça leur donne des clés pour avoir leurs propres idées par rapport à leur projet. Parce qu'un des partis pris qu'on a chez Feedback, c'est que oui, on est en mesure de faire du conseil, mais c'est mieux de faire du co-design sur la plupart des projets, parce que nous, Mm, du coup, on maîtrise la gamification, mais nos clients, bah, ils connaissent leur sujet, leurs apprenants, etc., mieux mm, que nous-mêmes quand bah, voilà, on creuse un peu le sujet, on pose des questions, etc. Donc l'idée, c'est qu'en faisant ces ateliers, tout le monde va pouvoir avoir des idées de gamification, et donc les idées de gamification, normalement, elles sont plus pertinentes au projet. Du coup, en piochant la carte célébration, mm, on peut avoir des idées sur qu'est-ce qu'on peut mettre comme célébration dans le projet. Donc peut-être que on va mettre une célébration après le quiz, peut-être qu'on peut mettre une célébration quand le parcours est fini, mais peut-être qu'effectivement on peut se dire, comme tu proposais, bah, comment les personnes au cours d'une promo où il y a plusieurs apprenants, ils peuvent eux-mêmes construire leur célébration à la fin pour féliciter tout le monde d'avoir accompli le parcours. Et à ce moment-là, ça ajoute une dimension autre à la célébration, mm, vu que du coup ça devient un exercice un peu collectif. En fait, l'idée, c'est vraiment, c'est un outil pour avoir des idées. Et après, les idées dépendent vraiment du projet et des personnes qui sont autour de la table, parce que moi, je m'en sers avec des designers, avec des ingénieurs pédagogiques, je m'en sers avec des RH parfois, avec des formateurs, avec, enfin bref, des publics qui sont très différents, des gens de marketing aussi. Donc les idées vont être à chaque fois très très différentes. Et pour le coup, tu pourras, si tu veux, ajouter en lien ou en ressource quelque part. C'est mm, accessible, 18 cartes en format PDF à imprimer qui sont gratuites. Et il y a aussi une mm. base d'exemples avec toutes les cartes et des exemples pour chaque carte, qui est pareil, dispo gratuitement sur mon site. Donc ça permet Super. Bah ouais, se former. on mettra ces liens en description de l'épisode. Et du coup, avec l'outil Geniali, et notamment peut-être aussi avec Canva, comment est-ce que vous mettez tout ça en scène en fait? Comment est-ce que vous utilisez peut-être les gamificards et puis les autres outils enfin, qui sont Canva et Geniali? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Jean ou Alexandre, si tu veux reprendre la parole? Oui, bien sûr, Lynn, bah, moi je le je te fais laisse souvent. répondre à ces autres sujets. Je le fais souvent, oui, en général. Bah, si je donne mon exemple, moi j'ai les gamificards aussi près de moi. Et en général, que je les utilise soit en physique, soit en numérique. Parfois aussi avec des clients, j'ai animé plusieurs ateliers aussi gamificart. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Il y a tout bon, un process d'utilisation, mais en vrai, juste en prendre quelques-unes, les regarder, et voir un peu comment ça nous inspire pour notre projet, ça peut suffire aussi. On a évidemment, nous, une méthodologie, notamment la méthodologie feedback quand on les présente avec les clients pour que ce soit cadré. Mais moi, à titre personnel, bon, aujourd'hui, je sais un petit peu plus parce que, comme disait Alex, c'est lié aussi avec des leviers d'engagement. Il y en a 9, bon, on n'aura pas le temps de tous les détailler ici, mais du coup, en fonction des leviers d'engagement, en fait, je parle. Attends, je reprends. En gros, je pars du profil des apprenants, que ce soit mes apprenants Mhm. à moi ou celui du client. Donc, on fait vraiment une analyse du besoin assez poussée. Donc, ça, c'est vraiment la base pour moi. Et donc, à partir de ce profil d'apprenant et voilà, du contexte de la formation, j'ai déjà une petite idée, mais ça c'est à cause de l'habitude, des leviers d'engagement que je vais utiliser pour voilà, les engager et que ce soit percutant pour eux. Et à partir de là, les gamificards, je fais un premier tri, puisque les leviers d'engagement utilisés sont indiqués sur les cartes. Des fois, ça peut être un petit peu mixte. Et je regarde un peu voilà, celles qui peuvent m'inspirer, celles qui... voilà, je procède un peu par exclusion-élimination. Je regarde un peu celles qui m'inspirent et des petites questions guides sur les cartes. Je trouve ça très intéressant pour se challenger soi-même sur effectivement l'intérêt de la carte et comment l'utiliser.
Et ensuite, bah, je fais le lien rapide, mais là encore, c'est parce que je connais très bien les outils Canva, Geniali, puisque c'est cette fusion d'outils que j'utilise beaucoup et sur laquelle je forme aussi pour avoir des super résultats. Donc, Mm. on va dire que les connexions se font un peu naturellement, mais c'est au fur et à mesure, au bout d'un moment, à force de faire l'exercice, je vois une carte. Je vais pas non plus. Sans me vanter, on va dire que des fois, je vois une des gamificards, je sais déjà un peu dans Geniali comment ça va se traduire, quoi. Mais ça, c'est parce que, Mm. voilà, à force de le Oui, faire, parce que tu as l'habitude, ouais. parce que Mm. j'ai l'habitude. Et c'est justement ça qui, voilà, avec nos clients, malgré les outils, malgré comme ils sont moins entraînés, ils ont pas cette compétence-là. Et donc, du coup, très vite, j'arrive à traduire, c'est cette traduction, voilà, je pense que c'est une bonne analogie, mais qui ça se fait avec la pratique, de, OK, j'ai les gamificards, les idées me viennent naturellement, et ensuite, j'arrive à les traduire facilement dans les outils et de savoir presque d'avance à quoi ça va ressembler, Mm. comment je vais faire, etc. Donc c'est vers ça que moi j'accompagne mes clients et c'est comme ça que j'utilise moi-même ces outils-là. Voilà. Et toi, tu utilises aussi beaucoup Geniali comme outil, Alexandre, dans dans la gamification des Pour le formations coup, ou- Pour le coup, pas du tout, dans le sens où Ok. c'est pas que j'utilise pas Geniali, mais c'est plutôt que moi j'interviens plus en amont, donc je suis plus sur le cadrage des projets et après sur comment la gamification va être imaginée. Et j'ai pas forcément de contraintes liées à des outils. Il y a des Après, outils. par contre, effectivement, quand ça s'approche de choses où je me dis, tiens, effectivement, ça pourrait coller avec Geniali, je peux recommander l'outil à mes clients, mais moi-même, je fais pas de Geniali. Si j'avais des besoins en particulier, en fait, je passerais plus par des personnes qui ont l'habitude de s'en servir, comme Jean, parce que bah, ça permet de gagner du temps. Moi, je rentre pas trop dans les outils et c'est d'autant plus important, je pense, dans mon métier de pas trop y être attaché que je fais pas que des projets en lien avec la pédagogie. Donc, je peux Mm. vraiment intervenir sur tout type d'expérience. Et donc, il y a plein de projets où, en fait, il faut faire du développement sur mesure ou même tout simplement se passer du numérique. Donc, Mm. donc voilà, ce serait génial de faire plus de Geniali, parce que je trouve l'outil vraiment cool, mais Mm. j'ai pas le temps. Ok, ça marche. Toi, quelle est la fonctionnalité, Jean, de Geniali qui est sous-estimée et qui permettent notamment de créer bah, des choses plus immersives, plus puissantes? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors évidemment, je ne peux que parler du fait qu'on peut coupler Geniali à d'autres outils, et notamment Canva, on en a déjà un petit peu discuté, mais Mhm. je ne peux que recommander de coupler ces deux outils qui, ensemble, voient leur potentiel décuplé. C'est-à-dire Comment que est-ce que tu peux... Alors, évidemment, on est en audio, en podcast, hein, mais qu'est-ce que, pour les personnes, notamment notre audience, on les sollicite et on leur montre souvent ce genre de choses, mais et certaines personnes vont connaître Canva, d'autres Geniali, d'autres enfin, vont connaître les deux. Comment tu les maries, toi, ensemble, justement, Canva Yes. et Geniali? Ouais, c'est une bonne question. En fait, en gros, ces deux outils, alors on en parle tellement souvent, surtout en ce moment, puisqu'il y a une grosse annonce d'intégration de l'application Geniali dans Canva, rendant plus facile l'intégration entre les deux, à tel point que les gens commencent à confondre et à croire que presque c'est la même boîte, alors que pas du tout. Mm, Voilà, Canva, ça, c'est les US, Geniali, c'est espagnol. Donc déjà, c'est vraiment deux sociétés différentes, avec deux fonctions très différentes, parce que mm, parfois aussi, les gens ont des attentes de l'un et de l'autre, du genre, est-ce qu'avec Canva, là, cette semaine, j'ai eu la question, est-ce qu'avec Canva, on peut sortir du format SCORM? Donc pour ceux qui ne savent pas, le format SCORM, c'est un format qui est très propre au e-learning, ok? mm. Donc non, voilà, pour ceux qui se poseraient la question, non, mais parce que ce n'est pas l'objet de l'outil, ok? Donc, L'objet de Canva, l'outil, donc l'objet Canva, de ouais, l'outil, c'est ça, c'est c'est le qu'il est fait pour design. illustrer. Ouais, Ouais, voilà. voilà, c'est le design. Vraiment, c'est ça. Alors, ils ont commencé à mettre des petites interactivités quand même, notamment des quiz. On peut créer des quiz interactifs, effectivement, dans Canva, des tableaux blancs, des vidéos. Donc, on est bien d'accord qu'il y a quand même un petit peu de ça. Mm, Mais tout comme Genially, il y a un petit peu de design dedans. Mais ce n'est pas le cœur de l'outil. Nous, en tant que concepteurs pédagogiques, on représente une goutte dans l'océan des clients de Canva. Faut bien le comprendre. Donc, quand on Mm. commence à avoir des exigences par rapport à l'outil qui sont trop orientées pédagogie, pour Canva, enfin, je veux dire, à un moment, eux, leur cible, c'est un peu, mm, voilà, les personnes, ils veulent quelque chose de très polyvalent, qui fasse beaucoup de mm, choses et notamment qui rendent
quelque chose enfin, que nos présentations soient belles malgré qu'on ne soit pas forcément des super bons graphistes qui sortent d'école. Voilà, c'est ça à la base. Mm. Canva, c'est de populariser le graphisme, de rendre le graphisme accessible à des non-graphistes. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Geniali. Eux, ok, il y a beaucoup d'outils qui existent. Ils sont chers, c'est des usines à gaz. La courbe d'apprentissage pour bien les maîtriser est très très raide. J'en ai quelques-uns en tête, je sais pas si je peux les citer, mais en tout cas, il y a d'autres outils qui Vas-y, sont un on peu n'a pas trop. de... On veut des noms. Lâche-toi. On veut des noms. Balance-les sur l'autel du sacrifice. Non, mais voilà, ils sont bons, bien sûr, mais je pense notamment Articulate, Mm, plus spécifiquement, parce qu'Articulate, il y a plusieurs outils, mais plus spécifiquement Storyline. Après, Genially n'a pas communiqué de manière directe hein, qu'ils concurrençaient Storyline en particulier. Mais voilà, l'idée de Genially, c'est de rendre la conception de formation via les outils plus simple et plus fluide. Alors mm, que bah, Storyline, c'est un excellent outil mais il a tendance à être un peu raide. Moi-même, je l'ai utilisé. Il y a des bugs. On peut pas l'utiliser nativement sur Mac parce qu'il faut l'installer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de barrières hein, à l'entrée de mm, Storyline qui sautent complètement avec Genially parce que Genially, il y a des templates, parce que le mm, design est plus fluide, plus facile, ça marche en SaaS, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces deux outils qui sont mm, similaires dans l'aspect, c'est facile, puisque avec Canva, c'est un peu pareil avec Adobe, la solution Adobe. Pareil, c'est cher, il y a des barrières à l'entrée. Canva, c'est en mm, ça, c'est moins cher, etc. Donc il y a aussi cette idée de mm, fluidifier le process. Donc, ils sont similaires sur cette partie-là, de vouloir fluidifier, rendre accessible. Par contre, le but, comme je l'ai dit, voilà, on n'est pas sur la même cible exactement, ni sur les mêmes approches. Donc, forcément, fusion des deux, parce que ce qu'il n'y a pas dans Canva, c'est l'aspect interactivité. Et mm. ce qu'il n'y a pas dans Genially, enfin, ce qu'il y a, mais qui n'est pas le cœur, encore une Moi. fois, Mm. c'est l'aspect graphiste, couleur, qui Oui, puis un vraiment peu plus la banque de créativité. données, en fait. La Voilà, banque de exactement. données qui est aujourd'hui absolument phénoménale sur Canva, Voilà. que ce soit en termes de modèles de mise en page, de vidéos, de photos, de... Voilà, c'est vrai Complètement. on fait souvent des allers-retours, quoi. Geniali, en termes de vidéo, par exemple, il n'y a pas de banque de vidéos dans Mm, Geniali. Eux-mêmes le mm, disent, hein, c'est la vidéo, c'est un petit peu le point faible de Geniali. Si tu veux faire de la vidéo learning, ce sera pas vers mm, Geniali que tu vas forcément te mm, tourner, quoi. Donc le fait de fusionner les deux, bah là, les possibilités deviennent quasiment infinies. Tu fais sauter énormément de barrières. Alors il y a un mm, petit peu d'ajustement à faire. On va pas non plus qu'on s'entende. Hein, c'est pas encore une fois, mm, ce n'est pas les mêmes outils. Donc il faut faire le transfert de l'un à l'autre, même si ça a été fluidifié avec la dernière annonce. Mais voilà, là-dessus, c'est très très intéressant. Moi, je ne peux que vous encourager à fusionner ces deux outils qui sont absolument formidables. Et d'ailleurs, bah, ils le reconnaissent tous les deux eux-mêmes. S'ils ont intégré Genially parmi les applications internes à Canva, c'est bien que eux-mêmes ont, ont bien compris le potentiel. Donc, je ne peux que vous recommander. ok. Après, pour répondre peut-être de manière un peu plus précise dans des fonctionnalités Genially, Qui sont sous-estimés. qui sont sous-estimés, moi je dirais bah, les widgets dans Genially. Quand Ouais. vous êtes dans votre Genially, vraiment dans la partie édition, hein, donc vous rentrez dans votre Genially, sur la barre qu'on voit à gauche, la barre noire là avec Le toutes menu, ouais. la Menu page, le gauche. menu, Mm, voilà, avec la page, le fond, etc. Vous avez un, un menu qui est relativement récent, qui a changé récemment mm, de logo, qui s'appelle les widgets, et à l'intérieur, vous allez trouver énormément mm. de choses ça évolue tout le temps. Moi, à chaque fois, je fais des démonstrations de Geniali auprès de prospects ou de clients. Et à chaque fois, je suis là, ah bah vous voyez, celui-ci, je le connaissais pas. Ouais, ça m'arrive Parce qu'il souvent vient aussi. d'arriver. Je dis, non mais Ouais. c'est dingue. Et donc, voilà, très régulièrement, il y en a des nouveaux. Typiquement, là, le tout dernier qui vient d'arriver, c'est le fait de pouvoir, c'est un widget qui s'appelle Associer les pairs. Donc, avant, dans Geniali, c'était possible, mais il fallait le faire, entre guillemets, manuellement. Mm, Voilà, il y avait aussi des templates, mais voilà, en tout cas, c'était un peu à la mano. Maintenant, ils ont fait un widget qui permet de programmer ça tout seul. Enfin, c'est mm, incroyable, j'adore. mm. Tu vois, donc il y a ça, et Ouais, allez associer les voir. pairs et Dieu sait que ouais, on Ouais. pouvait utiliser d'autres outils pour venir le faire. Oui, mais on bricolait un petit peu et là c'est vrai que Ah bah il y a là, des c'est un outils terme. qui, ouais.
qui vont Donc, faire gagner beaucoup de temps à beaucoup de personnes. c'est clair, donc associer pour travailler la mémoire, tout ça, tout ce qui va être les mosaïques, les carrousels, enfin, moi j'en vois pas Mm. beaucoup dans les Geniali en général. La plupart des personnes elles vont utiliser les fonctionnalités très classiques de Geniali qui existent depuis des années maintenant, alors que si vous allez fouiller là-dedans, tout ce qu'il y a dans Widget, c'est relativement nouveau, ça date de moins de 3 ans, je dirais. C'est formidable, la minuterie, les comptes à rebours, le fait de pouvoir randomiser des éléments. Bah, franchement, là, c'est infini, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis oui, en quelques clics avec ces widgets, vous pouvez complètement transformer C'est clair. l'approche et l'expérience client, l'expérience de vos apprenants. Ouais. On arrive sur la fin de cet échange. Justement, vous avez, l'intention d'organiser en septembre et en octobre des ateliers de formation. Vous allez pouvoir aussi parler de justement des techniques, de la pédagogie, la navigation, la lisibilité, les idées de gamification, etc. lors d'un événement que vous allez partager, un webinaire qui s'organise le 19 août à midi, donc en ligne, donc, que vous co-animerez tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement et ce que la communauté de Presse Effect peut y trouver? Ben, avec Jean, on aime bien associer nos compétences sur des temps en ligne ou en présentiel. Et on s'est dit que quelque chose qui revenait assez souvent de son côté comme de le mien, c'est ah tiens, qu'est-ce que tu penses de mon Geniali? Et du coup, on reçoit un Geniali. On se dit, bah, c'est un peu compliqué de prendre le temps d'analyser tous les projets, parce que bah, ça demande du temps, sauf si on reste un peu en surface, mais en surface, du coup, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et Mm, ça va souvent être un peu quand même les mêmes commentaires qu'on pourrait faire aux personnes. Donc on s'est dit plutôt que de prendre du temps un peu bénévolement à aider différentes personnes sur des petits projets comme ça, autant le faire au sein de la communauté, donc proposer à qui veut d'envoyer son Geniali. Nous, on prend un peu de temps pour l'analyser en amont, voir un peu les éléments qui sont intéressants à partager. Et donc après, à partir de là, on fait une sélection probablement de trois Geniali. On verra en fonction un petit peu de ce qu'il y a à dire et ce qu'on nous propose. Mais l'idée, donc, c'est d'analyser des Geniali qui nous ont été envoyés en amont et donc de partager un peu des conseils sur la navigation, sur l'accessibilité, sur la gamification, forcément, sur comment on peut transcrire aussi certaines idées qu'on a pu avoir dans l'outil et du coup d'en faire en fait profiter tout le monde parce que souvent c'est un peu les mêmes questions qui se mm, posent et comme le disait Jean, vu que l'outil bouge énormément, en fait, il y a peu de gens qui ont le temps de découvrir toutes les fonctionnalités, découvrir tout ce qui est possible d'y faire, sauf si bah, voilà, c'est notre métier. Et donc le fait de faire cet événement-là, ça nous paraît voilà, une bonne opportunité pour soit découvrir Geniali si on ne connaît pas du tout, soit tout simplement bah, avoir des retours sur son projet. ok, trop chouette. Tu Oui, souhaites rajouter quelque chose, Jean? oui, bah de toute façon, on t'enverra, Isabelle, nos contacts. Donc, si vous qui nous écoutez avez envie justement d'avoir un éventuel retour sur vos Geniali, n'hésitez pas. Voilà, vous nous contactez sur LinkedIn Mm, et puis vous nous dites voilà, j'ai entendu le podcast, ça m'intéresse et vous pourrez nous soumettre vos Geniali et on pourra peut-être, il fera peut-être partie des élus, des sélectionnés trop pour bien. le webinaire du 19 août. Et oui, comme disait Alex, l'idée c'est vraiment de faire un retour et d'évidemment aller un peu plus loin que ce qu'on a fait là et de vous montrer concrètement, parce que là Mm, en mode podcast en plus on peut pas vous montrer, vous mm, partager l'écran, tout ça, donc c'est de vous montrer en action finalement, hein, ce qu'on fait, notre mm, quotidien et comment on génère les idées de gamification pour les retranscrire, tout le process que je vous ai décrit tout à l'heure mm, avec Isabelle, tout ce process-là d'idéation et de comment ça se retranscrit concrètement dans un Geniali. Voilà. mm. Vous allez voir des concepteurs pédagogiques en action et vous allez vous dire, mais en fait, ces gens-là ne travaillent pas, en fait. Ils ne travaillent jamais. Ils ne font que s'amuser. Et oui, c'est pour ça qu'on a choisi ce métier aussi, pour éviter d'avoir à avoir l'impression de travailler. Bah, chouette, donc on mettra les liens pour pouvoir vous inscrire au webinaire. Et puis, si vous le souhaitez aussi, contactez soit Alexandre, soit Jean sur LinkedIn et pouvoir échanger avec eux et notamment partager vos créations
pour avoir leur retour. Eh bien, merci à tous les deux. C'était un plaisir d'échanger avec vous et de poser sur la table tous ces aspects d'interactivité, de gamification, de ludopédagogie qui fait que, et comme on aime à le dire, et c'est devenu notre slogan chez Press Effect avec Ornella, c'est changeons le monde une formation à la fois avec des choses qui vont aider les personnes à créer dans le plaisir et puis les personnes qui reçoivent ces formations de pouvoir les suivre en étant voilà, aussi en ayant beaucoup de plaisir et en ayant envie d'aller au bout des contenus. Merci à vous deux. Merci Alexandre, merci Jean. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, que vous êtes encore là, vous pouvez aller le commenter donner votre avis, nous mettre un commentaire sur la fin de la plateforme d'écoute sur Apple Podcast, etc. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Et puis, tous les deux, on se retrouve pour de nouvelles aventures, d'autres choses. Et puis, encore merci pour cet échange. Merci à toi pour l'accueil, Isabelle, et puis à bientôt. Ouais, merci beaucoup Isabelle, à bientôt. Salut, salut. Et vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle et moi. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt.